Mogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, alors qu'un semblant d'accalmie règne entre les États-Unis et l'Iran, le guide suprême iranien exhorte à des batailles économiques et culturelles pour vaincre les ennemis. L'Iran se dit ouvert au dialogue mais refuse toute politique imposée sous la menace. Le chef du pouvoir judiciaire iranien affirme à Washington que Téhéran ne reculerait pas d'un pouce face aux pressions extérieures. L'acharnement sioniste contre le Liban se poursuit. Au moins 14 martyrs et des dizaines de blessés en moins de 24 heures dans différentes régions du sud du pays. Flottille humanitaire globale Soumoud, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez accuse le dit Netanyahou d'enlèvement illégal suite à la séquestration de 2 militants, dont un de nationalité espagnole, dans les eaux internationales. Et enfin, un conflit russo-ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky dit avoir constaté une activité inhabituelle à la frontière de son pays avec le Bélarus, suggérant l'ouverture possible d'un nouveau front russe. Bonsoir à toutes et à tous, on entame cette édition avec les récents développements de la guerre au Moyen-Orient. Dans un discours marquant la fête du travail et la journée des enseignants, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé à une mobilisation nationale sur les fronts économiques et culturels pour contrer les pressions étrangères, qualifiant les travailleurs et les enseignants de piliers de la nation. Il a préconisé la priorité systématique aux produits locaux. Parallèlement, la marine iranienne a annoncé de nouvelles réglementations dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, visant à sécuriser les ressources énergétiques du pays. Lors d'un discours au Forum Club de Palm Beach, le président américain Trump a réaffirmé son opposition absolue à l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, invoquant une menace directe pour l'entité sioniste, l'Europe et les États-Unis. Bien qu'un cessez-le-feu fragile persiste malgré des accusations mutuelles de violation, le président Donald Trump s'est dit insatisfait de la dernière proposition de négociation transmise via le Pakistan. Il a précisé que si 82% des capacités balistiques iraniennes ont été neutralisées, l'arsenal résiduel de missiles et de drones demeure une préoccupation majeure. Je suis en train d'affronter des gens assez brutaux en ce moment, dans ce beau pays qu'est l'Iran. Ils sont vraiment brutaux et je peux vous dire que nous nous en sortons très bien. On ne peut pas donner l'arme nucléaire à l'Iran, c'est tout ce que je peux dire. Nous ne pouvons pas car ils utiliseraient très rapidement contre un endroit appelé Israël, puis au Moyen-Orient, puis en Europe, et je suppose que nous serions les prochains. Mais ça n'arrivera pas. N'ayez crainte. Nous avons démantelé leur armée de l'air, elle est inexistante, elle a disparu. Leur marine, qui était très puissante, était de loin la plus puissante du Moyen-Orient. Ils avaient 159 navires, tous sont au fond de la mer en ce moment. Navy, they had a very strong Navy. They had the strongest Navy by far in the Middle East many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. De son côté, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam Hossein Mohseni Ejei, a affirmé que l'Iran reste ouvert au dialogue, mais refuse toute politique, je cite, imposée sous la menace. S'adressant aux États-Unis, il a martelé que la République islamique ne reculerait pas d'un pouce face aux pressions extérieures. Tout en exprimant une volonté de paix, Téhéran refuse de sacrifier ses principes pour éviter le conflit. Cette déclaration répond aux récentes menaces donc de Donald Trump dans un contexte de blocage diplomatique total. L'Iran exige désormais d'être traité d'égal à égal pour toute reprise des négociations. La République islamique ne s'est jamais dérobée aux négociations, elle ne les a jamais refusées car c'est logique. C'est une démarche rationnelle. Mais il est évident que négocier ne signifie pas accepter leurs dictats ni ce qu'ils veulent nous imposer par la menace. Ce n'est pas négocier, c'est accepter une imposition. Nous n'approuvons d'aucune manière la guerre, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas qu'elle continue. Alors que l'accalmie semble donc régner sur la région, un haut commandement militaire iranien estime qu'une résurgence des hostilités avec Washington demeure une hypothèse crédible.
citant l'enlisement prolongé des négociations diplomatiques. L'agence Fars a relayé ce samedi les analyses de Mohamed Jafar Assadi, officier supérieur du quartier général central de Khatam al-Anbiya. Ce dernier a manifesté le scepticisme de Téhéran face aux velléités de désengagement militaire affichées par la présidence de Donald Trump. Il soutient que la récurrence des faits démontre l'incapacité systémique des États-Unis à honorer leurs obligations et traités internationaux. Et lors d'une visite à Téhéran, la présidente du comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, a mis en garde contre les conséquences désastreuses qu'une reprise des opérations militaires aurait pour la population civile en Iran et dans la région. Je vous propose de l'écouter. Iran is a vast country. I traveled for many hours through the country. L'Iran est un immense pays. J'ai parcouru le pays pendant de nombreuses heures. Des millions, des dizaines de millions de personnes vivent sur un territoire immense, ce qui représente une cible potentielle énorme pour les ponts, les barrages et les centrales électriques, et anéantirait leurs conditions de vie. La situation humanitaire est actuellement sous contrôle en Iran, mais une escalade serait d'une ampleur que nous, humanitaires, nous ne pourrions pas gérer. But the escalation would be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. Et pour sa part, Fokong, le représentant permanent de la Chine à l'ONU, a annoncé que la sécurité du détroit d'Ormuz sera une priorité de la prochaine visite de Donald Trump. Le diplomate chinois prône une relation basée sur le respect mutuel et la coopération. À noter que les deux pays finalisent actuellement les préparatifs de ce sommet qualifié d'historique. On May the 26th. I'm sure if the Hormuz is still closed. Je suis certain que si le détroit d'Ormuz est toujours fermé lors de la visite du président Trump en Chine, cette question figurera en bonne place à l'ordre du jour des discussions bilatérales. Bien entendu, les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis dépassent largement le cadre du détroit d'Ormuz et je pense qu'il est dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples de les maintenir. Par extension, je tiens à dire qu'ici aux États-Unis, nous sommes convaincus que la Chine et les États-Unis ont beaucoup de chemin à parcourir et il existe un large espace de coopération entre nous. Sound and sustainable relationship. L'OTAN a annoncé collaborer avec Washington pour évaluer le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne. Malgré ce désengagement, l'Alliance réaffirme sa posture de dissuasion et sa défense collective. Cette décision intervient dans un contexte de tensions diplomatiques liées au conflit iranien et des différends commerciaux transatlantiques. À noter que ce repositionnement stratégique découle de désaccords profonds entre la Maison-Blanche et Berlin sur la gestion des crises au Moyen-Orient. Nous collaborons avec les États-Unis afin de comprendre les détails de leurs décisions concernant le déploiement de forces en Allemagne. Cet ajustement souligne la nécessité pour l'Europe de continuer à investir davantage dans la défense et d'assumer une part plus importante de la responsabilité de notre sécurité commune, un domaine avec lequel nous constatons déjà des progrès depuis que les Alliés ont accepté d'investir 5% de leur PIB lors du sommet de l'OTAN à La Haye l'année dernière. Nous restons confiants dans notre capacité à assumer notre dissuasion et notre défense, tandis que se poursuit cette évolution vers une Europe plus forte au sein d'une OTAN plus forte. Au Liban, 14 civils sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés à la suite de raids menés par l'occupation sioniste dans le sud du pays, marquant ainsi une violation continue de l'accord de cessez-le-feu. L'agence libanaise de l'information a rapporté qu'une frappe aérienne a ciblé une habitation à l'aube de ce samedi dans la localité de Louaïzé, causant la mort de 3 personnes et faisant 6 blessés. Par ailleurs, une attaque de drone visant un véhicule sur la route de Kfar Dajjal à Nabatiya a entraîné la mort de 2 civils. Les bombardements ont également coûté la vie à 5 autres personnes dans les localités de Ain Baal et Choukin, toujours dans le sud. Et puis ce samedi, les secours libanais poursuivaient le déblayage à Habouch suite à d'intenses frappes sionistes dans le gouvernorat de Nabatieh, ayant causé, je le rappelle, la mort de 8 civils. Depuis le 2 mars, l'occupation sioniste a fait au moins 2500 martyrs et 1,2 million de déplacés. Malgré une trêve instaurée le 16 avril, protégeant Beyrouth, le sud du pays reste ciblé par des raids d'agression sionistes continus.
Il y a 3 morts ici. Les commerces de mon frère sont là. Il n'y a absolument aucune zone militaire. Ils n'ont aucune présence dans ce secteur. Ils vont explorer les montagnes et les environs, mais ils ne restent pas dans les maisons. Les habitants, les citoyens, tout ce qu'ils croisent, ils les chassent. Ici, à Abouch, dans ce quartier précisément, il n'y a personne de la résistance. C'est tout. Les hôpitaux du sud du Liban sont débordés en raison de la double pression des blessures de guerre et des déplacements de population. L'hôpital Jebel Amel, un des rares hôpitaux de la ville de Taïr à être encore fonctionnel, accueille à lui seul plus de 70% des patients de Taïr et des villes avoisinantes. Les détails sur Hila Kilal. À l'hôpital Jebel Amel de Tyr, les équipes médicales sont à pied d'œuvre pour prendre en charge le nombre important de malades et de blessés. Étant un des rares hôpitaux de la région à fonctionner encore malgré les conditions difficiles, le personnel médical n'a pas tardé à mesurer la gravité de la situation au vu du nombre de blessures de guerre qui se succédaient. À l'image de Sen Khalil, amputé des 2 jambes lors d'une frappe sioniste. Le matin, mon mari, ma fille, mon gendre et moi sommes allés travailler dans une plantation de bananes. Vers 10 heures, nous avons été percutés par un drone. Il nous a projetés au sol et j'ai perdu connaissance. Une grande partie des habitants étaient partis dès la première semaine, mais beaucoup sont revenus. Malheureusement, les souffrances sont immenses et les frappes très violentes. Plus que lors de la guerre de 2024, les blessés arrivaient en lambeaux. Pour plus de confort et de sécurité, et pour optimiser les conditions de travail, la direction de l'hôpital a décidé d'accueillir les familles de son personnel médical au sein même de l'établissement. Cependant, le personnel hospitalier, lui, s'inquiète de l'afflux important des blessés et de malades. Pas moins de 75 000 déplacés se trouvent dans la région et leur prise en charge médicale représente un vrai défi. Le nombre de déplacés est important, minimum 75 000. Dans les services hospitaliers, nous mettons tout en œuvre, y compris les interventions chirurgicales. Nous prenons en charge 70% des patients afin que la région puisse résister. Depuis la reprise des bombardements sionistes sur le Liban le 2 mars dernier, plusieurs hôpitaux et établissements hospitaliers du Sud ont été complètement endommagés. Ceux encore en service sont submergés avec des réserves médicales et des fournitures vitales restreintes. Une situation identique à celle de Reza depuis le 7 octobre 2023. Justement, Raza, toujours sous le feu des bombardements sionistes, le dernier bilan des autorités sanitaires palestiniennes fait état de 72 608 martyrs et 172 445 blessés, dont une majorité, il faut le rappeler, madame, monsieur, sont des femmes et des enfants. Au cours des dernières 48 heures, 7 nouveaux martyrs et 26 blessés ont été enregistrés, tandis que de nombreuses victimes demeurent ensevelies sous les décombres. Plus de 100 militants de la flottille humanitaire Global Soumoud ont été transférés vendredi soir en Crète après l'interception illégale de leur navire par les forces sionistes dans les eaux internationales. Partis de Barcelone pour briser le siège de Raza, les participants ont été accueillis à Héraclion par des diplomates turcs et espagnols. Alors que 168 membres d'équipage ont été libérés, les organisateurs dénoncent le maintien en détention de 2 militants, Saïf Aboukachek de nationalité espagnole et Thiago Avila de nationalité brésilienne. Des militants font également état de privation de nourriture et d'eau durant l'opération. Ce furent 2 jours de violence contre nous. Ils ne nous ont pas apporté de nourriture, ils ne nous ont pas apporté d'eau, ils ne nous ont pas apporté de médicaments, ils nous ont maintenus allongés dans l'eau. Il n'y avait même pas de place pour qu'on puisse s'allonger. Et c'est l'une des manifestations des crimes d'Israël contre l'humanité, contre les Palestiniens et aussi contre tous ceux qui luttent pour les Palestiniens aujourd'hui. Intent to
Nous entendons poursuivre notre mission car la situation n'a pas changé. Nous avons constaté que les forces d'occupation israéliennes utilisent la force bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer, en dehors de toute discussion. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous faut continuer à nous mobiliser et à nous élever pour défendre les populations innocentes de Gaza et des territoires palestiniens. Dans ce contexte, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fermement condamné l'interception par l'occupation sioniste de la flottille, qualifiant d'enlèvement la détention des militants Seifa Boukachek et Thiago Avila. Madrid et Brasilia dénoncent une violation caractérisée du droit maritime et exigent la libération immédiate de leurs ressortissants. Cet incident aggrave une crise diplomatique déjà profonde entre l'Espagne et le gouvernement du sanguinaire Benjamin Netanyahu. Hemos visto que las autoridades israelíes del gobierno de Netanyahu Nous avons constaté que les autorités israéliennes du gouvernement de Benjamin Netanyahu ont enlevé plusieurs citoyens qui se trouvaient à bord de la flottille se dirigeant vers la Palestine pour acheminer de l'aide humanitaire et rappeler au monde les souffrances endurées par la population à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la Palestine. Maintenant que Netanyahu a commis cet acte en enlevant des citoyens étrangers, dont un Espagnol, et en les emmenant en Israël, j'ai plusieurs choses à dire au Premier ministre Netanyahu. Premièrement, l'Espagne protégera toujours ses citoyens. Deuxièmement, nous respecterons toujours le droit international. Et il s'agit là d'une nouvelle violation de ce droit. Et troisièmement, nous exigeons la libération du citoyen espagnol enlevé illégalement par le gouvernement Netanyahu. Et dans une enclave coupée du monde, certains ne perdent pas le sourire et œuvrent au quotidien à donner espoir aux autres. Au centre de Gaza, Shirin El-Kurdi, enseignante palestinienne et mère de 5 enfants, fabrique des poupées en laine pour redonner le sourire aux enfants de l'enclave après 3 ans de génocide. Et heureusement, à Madame Zenzitouni. Dans cette tente implantée au camp de Bouraïdj, Shirin confectionne des poupées pour les enfants de Gaza. Des pelotes en laine et un crochet lui suffisent pour fabriquer de petites merveilles. Le seul moyen pour cette maman de 5 enfants d'échapper à la pauvreté qui menace sa famille est d'offrir un peu de réconfort aux petits Gazaouis. L'idée de créer et de concevoir des poupées m'est venue après 3 ans de blocus et de restrictions, alors que les jouets ne sont plus importés. J'ai pensé fabriquer des poupées pour mes propres enfants afin qu'ils puissent jouer et s'amuser. Par la suite, ces jouets ont connu un grand succès et ont été très demandés. J'ai donc décidé de développer mon activité et de les commercialiser. Marqué par une crise humanitaire profonde suite à 3 ans de génocide, l'enfance à Gaza est caractérisée par la peur, la faim et la perte de repères. À travers ses poupées, Shirin essaye d'apporter un minimum de joie pour ses enfants démunis. Après 3 ans de guerre, les enfants n'ont plus de jouets. Ceux-ci ont été ensevelis sous les décombres de leur maison après avoir été déplacés à plusieurs reprises. La plupart sont rentrés chez eux, mais leurs jouets ont disparu sous les ruines. Les poupées sont donc devenues une bouée de sauvetage pour ces enfants, leur redonnant le sourire. En mettant à profit son savoir-faire artisanal, Shirin arrive à avoir une source de revenus dans une enclave dévastée. Après avoir été déplacée à maintes reprises, Shirin a perdu tous les outils avec lesquels elle fabrique ses poupées. Mais la jeune Palestinienne n'a pas cessé d'innover, d'improviser pour continuer à créer et à résister. Après avoir été déplacée et avoir perdu ma maison, tous mes outils et mes matières premières se sont retrouvés ensevelis sous les décombres. Lorsque j'ai décidé de repartir de zéro, les matières premières étaient introuvables et très chères et les outils avaient disparu. J'ai donc dû les acheter à des prix exorbitants. Dans un contexte de privation extrême, l'acte de créer à Gaza cesse d'être un simple loisir pour devenir un moyen de survie et une preuve de résilience humaine. D'un peuple opprimé à un autre, on ouvre notre dossier sahraoui de ce soir. Lors de la marche du 1er mai à Las Palmas en Espagne, la communauté sahraoui a marqué la journée internationale des travailleurs par une présence remarquée. Aux côtés des syndicats espagnols de Grande Canarie, les manifestants ont lié revendications sociales et lutte pour l'autodétermination.
Drapeaux et slogans ont réaffirmé la solidarité historique des Canariens envers cette cause légitime. Les discours syndicaux ont conclu l'événement en réitérant un soutien indéfectible aux droits du peuple sahraoui. Lors d'une conférence à l'université de Brasilia sur la mémoire des peuples, le représentant du Front Polisario Ahmed Moulay Ali a dénoncé le blocus imposé par l'occupation marocaine visant à instaurer un blackout médiatique sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Le diplomate a présenté un exposé détaillé sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément au droit international. Cet événement a marqué une étape clé pour briser le mur du silence et réaffirmer le soutien académique brésilien à la quête d'indépendance sahraoui. En Sierra Leone, lors d'un entretien télévisé, le président Julius Maada Bio a réaffirmé sa volonté d'atteindre la souveraineté alimentaire dans le pays via la mécanisation et les développements des infrastructures. Il prévoit de transformer les 5,4 millions d'hectares de terres arables du pays pour rompre avec les méthodes traditionnelles. Ce virage technologique vise à stabiliser l'économie, prévenir les tensions sociales liées à la faim et créer des emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. Let's look at food not only as Considérant l'alimentation non seulement comme un facteur de nutrition, mais aussi comme un moyen de prévenir les conflits. Un homme affamé est un homme en colère. L'agriculture, pour l'instant, tant que nous n'aurons pas opéré de transformation, est extrêmement gourmande en main-d'œuvre. Et 70% de notre population vit en zone rurale, où l'agriculture est la principale activité. À ma connaissance, tous les pays que nous admirons et qui réussissent en tant qu'État industrialisé ont dû passer par la voie de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je souhaite une souveraineté alimentaire au même titre qu'une souveraineté politique. C'est pourquoi je m'efforce d'y parvenir. Conflit russo-ukrainien, les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de 2 personnes et 7 blessés à la suite d'une frappe de drone présumée russe ayant ciblé un minibus dans la ville de Kherson. Dans une publication sur X ce samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné cette attaque visant des civils, appelant ses partenaires à accroître les livraisons quotidiennes de missiles intercepteurs. Les autorités locales russes de la région de Briansk ont fait état du décès d'un civil à la suite d'une frappe ukrainienne visant un village de la zone. Parallèlement, les autorités de Koursk ont confirmé que 3 personnes ont été blessées après qu'un drone ukrainien a pris pour cible un véhicule dans la région. On en parlait tout à l'heure en titre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alerté sur une activité militaire inhabituelle à la frontière avec le Bélarus, citant des rapports du renseignement. Kiev a dit avoir observé des travaux d'infrastructure, des installations d'artillerie et des mouvements de troupes russes, suggérant l'ouverture possible d'un nouveau front. L'inquiétude porte aussi sur le déploiement du système de missiles Oreshnik. Hier, une activité plutôt inhabituelle a été constatée le long de la frontière ukraino-biélorusse du côté biélorusse. Nous suivons de près la situation. Nous maîtrisons la situation et nous interviendrons si nécessaire. L'Ukraine est prête à défendre son peuple et sa souveraineté. Il est essentiel que chacun le comprenne, en particulier ceux qui sont entraînés dans des actions agressives contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a par ailleurs annoncé que le Premier ministre slovaque Robert Fico a levé son veto sur le 20e train de sanctions contre la Russie et le plan de soutien à l'Ukraine. Ce déblocage, conditionné par la reprise des flux pétroliers via l'oléoduc de Druzhba, amorce une coopération bilatérale pragmatique malgré des divergences persistantes. Je viens d'avoir une conversation fructueuse avec le Premier ministre slovaque Robert Fico. Nous saluons les mesures prises par la Slovaquie pour débloquer le plan de soutien européen à l'Ukraine et le 20e train de sanctions contre la Russie. Il est essentiel de maintenir des relations bilatérales solides avec la Slovaquie, malgré nos divergences d'opinion. Nous avons évoqué la possibilité d'une rencontre et d'une coopération intergouvernementale. J'ai chargé
chargé mon équipe d'en finaliser les modalités. Et puis direction les Amériques, le président Donald Trump a signé vendredi un décret intensifiant les sanctions contre le gouvernement cubain pour accroître la pression diplomatique et économique sur La Havane. Les restrictions s'étendent aux acteurs étrangers opérant dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, la défense, les mines et les services financiers. Cette initiative marque donc une nouvelle étape dans la stratégie américaine visant à affaiblir le gouvernement cubain actuel. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.